We Do Biz, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, Créer. partagent sur We Do Biz. WeDoBiz. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Matikowski pour cette nouvelle émission de l'Elevator Speech. Le concept de l'émission, vous le connaissez maintenant désormais parfaitement. Un entrepreneur, en l'occurrence Guillaume aujourd'hui. Guillaume, bonjour. Bonjour. Vient nous parler de son entreprise Oro6, qui est en recherche de fonds évidemment, puisque c'est le concept de l'émission, mais plus particulièrement sur une coloration très musicale aujourd'hui. Guillaume, parlez-nous un petit peu de votre entreprise. Absolument. Oro6, c'est une société que j'ai créée en 2008. Et notre métier, c'est effectivement la musique, ou plutôt on est au service des musiciens. Alors, D'accord. pour expliquer plus spécifiquement ce qu'on fait, je vais prendre un parallèle avec le monde de l'image et du cinéma qu'on connaît, et en particulier les gens qui créent des décors virtuels. Oui. On a tous vu des scènes tournées sur fond vert, et en fait, derrière, des informaticiens vont recréer... C'est reconstitué en fait. Absolument, on Voilà. va créer une forêt, des immeubles, peu importe. Et il y a un parallèle dans le domaine de la musique, puisque dans la musique, on parle de modélisation, et la modélisation, ça consiste à inventer au choix des instruments virtuels, une batterie virtuelle, même des musiciens virtuels ou des sons virtuels, qui en général sont utilisés dans des circonstances où on ne peut pas utiliser l'instrument réel. Dans notre cas, nous on s'intéresse aux guitaristes et aux bassistes. Un guitariste qui fait de la guitare électrique, c'est quelqu'un qui malheureusement n'est pas très aimé de ses voisins et de son entourage, parce qu'il a tendance à avoir du matériel qui fait beaucoup de bruit. Oui, un petit ampli, un peu gros, L'ampli, qui fait un peu de son, oui, voilà. vous avez raison. Et il faut que l'ampli soit fort pour que ça sonne bien. Ce serait incompatible sinon. Voilà. Et en fait, il y a certains cas où on ne peut pas faire ça. Souvent à la maison, jouer un ampli très fort, c'est compliqué. Oui. Mais aussi sur scène, on ne s'en rend pas toujours compte, mais sur scène, dans certains cas, des émissions de télé ou de radio, on ne peut pas se permettre d'avoir les amplis très forts. Et nous, en fait, on a développé un ensemble de produits qui vont permettre de se débarrasser de l'enceinte, la partie qui fait du bruit, se débarrasser du micro qui capterait le son de l'enceinte, puisque c'est comme ça qu'on enregistre la guitare ou la basse. On se débarrasse de tout ça et on le remplace par un dispositif numérique qui va imiter, qui va modéliser, qui va recréer cette scène virtuelle où on va imiter numériquement une enceinte reprise par un micro. Ça, c'est notre métier de base. On est des imitateurs de scènes acoustiques. C'est vraiment notre spécialité. D'accord, je comprends. Donc si je comprends bien, vous aidez des milliers de guitaristes à tout simplement garder de bonnes relations avec leurs voisins et peut-être même à rendre plus fidèlement encore en fait leur produit tout simplement de leur passion. Alors par contre, c'est directement, ça sort en numérique. Quel est l'output directement de votre technologie? Alors il y a plusieurs solutions. On développe des solutions qui sont logicielles et matérielles. D'accord. Logiciel, c'est que tout se fait dans l'ordinateur. Donc en général, les musiciens sont équipés la plupart du temps d'un ordinateur pour jouer chez eux ou travailler en studio, Oui. même sur scène souvent. D'accord. Et en matériel, ce qu'on fait en matériel, c'est les produits qu'on appelle au format rack, c'est un format standard, professionnel, qui se branche à la place d'une enceinte. Les musiciens ont leur ampli, mais n'ont plus d'enceinte et s'entendent, eux, jouer à travers un système souvent d'oreillettes ou de petites enceintes qui sont placées sur scène, mais dont le son est contrôlé. Là, on n'a plus affaire à un guitariste déchaîné qui met son son à fond. Il peut le mettre à fond, sauf que tout est atténué et à un niveau acceptable du point de vue des normes hygiène et sécurité pour le milieu professionnel. Tout à fait. On cherche à limiter le son pour protéger les musiciens eux-mêmes, mais aussi toute l'équipe technique. Oui. Ou à la maison, l'intérêt, il est évident. Bien sûr. Nos Après clients, 22 heures, c'est un peu délicat. mais même avant. Enfin, je veux dire, un ampli guitare, même souvent, même au niveau minimum, c'est trop bruyant. Alors concrètement, c'est une gamme de produits, c'est des équivalents d'amplis. Enfin, ça prend quelle forme directement? Alors, ce que vous pouvez mettre, c'est un logiciel? Alors, c'est un peu tout ça. On a une gamme de matériel, donc c'est des boîtiers électroniques qui sont vendus en magasin de musique. D'accord. Sur lesquels un logiciel tourne, puisque c'est numérique. Et on a aussi une partie produit logiciel, où les gens peuvent imiter cette enceinte, ce micro, dans leur ordinateur. Donc on est à la fois positionné sur la conception électronique, mais tous nos produits électroniques se pilotent par de l'informatique depuis un ordinateur Mac ou PC. Donc on est présent sur l'ensemble des univers courants des musiciens. On n'est pas encore sur tablette ou sur mobile, mais ça fait partie des axes de développement. D'accord. La population qui utilise aujourd'hui vos produits, puisque j'ai pu lire qu'il y avait déjà du chiffre d'affaires Oui. dans votre entreprise, si on devait recontextualiser, c'est à peu près quelle réalité d'ailleurs économique? Alors, en termes de chiffre d'affaires, Oui, à date. alors aujourd'hui, l'an dernier, on a clôturé à 545 000 euros, donc Oui, on c'est a déjà un sensible. décollage, voilà, Oui, on c'est ça. décolle, on double notre chiffre à peu près depuis 3 ans, doucement, mais sûrement. Parfait. Bravo. On devrait doubler, merci, c'est pas rapide, mais ça progresse. Et, lentement mais sûrement. Et voilà, notre difficulté, c'est qu'on est quand même sur un sujet assez industriel, Oui. et que grossir rapidement, quand on fabrique du matériel, c'est un petit peu compliqué. Mais dans tous les cas, on le fait, et cette année, on est sur une tendance où on va pas tout à fait doubler, mais pas loin.
avec déjà quasi plus de la moitié du chiffre d'affaires en précommande. Donc on est plutôt bien sur notre tendance. Alors pour terminer sur mes questions embarrassantes, notamment sur les produits, ces produits donc du coup sont vendus en B2B, 2C ou sont directement vendus en B2C? Alors on a 3 canaux de distribution. Oui. On a un canal qui est notre boutique de vente en ligne qui permet aux gens, en particulier dans les pays où nous ne sommes pas distribués, d'acheter directement. Par exemple, on a un client au Qatar, on n'a pas de distribution au Qatar, il peut acheter depuis notre boutique en ligne. Parfait. Le matériel et le logiciel. Notre réseau principal de distribution passe par des importateurs qui ont une exclusivité géographique sur un territoire donné. Par exemple, on a un distributeur pour l'Allemagne, pour la Grande-Bretagne, pour Suède, Danemark, États-Unis, etc., Canada. Donc, chacun de ces importateurs a une exclusivité géographique et lui-même travaille avec un réseau de magasins. Parfait. Et en France, par exemple, on est distribué par La Boîte Noire, qui est le plus grand distributeur français, qui lui-même travaille avec tout un lot de magasins, quasiment tous en fait en France, parce qu'il a vraiment une grosse force de vente. Magasins de musique. On peut acheter des guitares notamment et des partitions. Et des guitares, des violons, des partitions, des flûtes et dans certains cas nos produits qu'on va plutôt trouver dans des magasins qui ont un peu une couleur, je dirais, haut de gamme et studio. C'était une question justement, est-ce que la destination est plutôt pour le particulier ou pour le professionnel? Alors, les produits sont marketés pour les professionnels, c'est-à-dire qu'on présente ce produit comme un outil destiné à des gens qui font plutôt des tournées, des télés, des scènes assez importantes. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que notre plus gros client, utilisateur, c'est quelqu'un qui a entre 30 et 50 ans, qui s'est fait plaisir en achetant du beau matériel parce qu'il a enfin les moyens, qui est passionné et qui se rend compte qu'une fois à la maison, il ne peut pas l'utiliser à sa juste mesure. Donc, on va surtout avoir ces utilisateurs-là. Mais on a quand même la moitié des utilisateurs qui sont ce qu'on appelle les project studios, c'est-à-dire que le marché de la musique n'est pas vraiment florissant aujourd'hui, en tout cas la musique enregistrée. Et donc les studios ont tendance un peu à réduire en taille. On quitte un peu l'époque des studios gigantesques loués pendant des mois par des grandes stars. Aujourd'hui, ça a tendance c'est vraiment un marché très tendu. Oui, les studios réduisent de taille et du coup n'ont souvent pas une belle cabine pour faire des prises de son. Nous, on les aide. On leur fournit un outil qui leur permet des fois de mettre 2 ou 3 musiciens dans la même pièce sans qu'il y ait de parasitage entre les différents instruments. Tout est silencieux, ils s'entendent au casque dans d'excellentes conditions acoustiques et ils peuvent travailler comme ça. Donc dans des plus petits studios, nous on répond bien à ce cahier des charges. Donc des particuliers pour la plupart, beaucoup de project studios et ensuite on a toute une gamme d'artistes, des gens connus et des grosses maisons de production avec qui on travaille souvent en direct. Ça arrive quand même assez souvent qu'on soit en direct avec eux, ne serait-ce que parce qu'on a des relations, je dirais, quasi amicales, et qui nous font intervenir. Par exemple, on va intervenir sur la tournée de Johnny ou de Mylène Farmer ou Christophe Willem. On est beaucoup dans la variété ou les comédies musicales. On est assez présent puisque eux ont souvent comme cahier des charges le fait d'avoir un plateau, le plateau technique, là où se trouvent les artistes, le plus silencieux possible. Je comprends. Bon, donc ça sera d'autant plus de caution morale à présenter, d'association d'images avec ces belles célébrités. Pour revenir un tout petit peu du coup sur votre réalité, on parlait de chiffre d'affaires tout à l'heure. D'où vous est venue directement cette intuition de marché, puisqu'elle semble rencontrer effectivement son marché. C'est une première question qui, j'imagine, est liée soit à des rencontres avec des associés fondateurs, soit liée à votre parcours, j'imagine. Alors, moi j'ai 2 casquettes, on va dire, par ma formation. Vous pouvez tout nous dire, Guillaume. Oui, ça ne sera pas répété. Mais on est entre nous. Il y a absolument rien de confidentiel. Au contraire, j'en parle je suis très content de mon parcours. J'ai un parcours universitaire en électronique jusqu'au doctorat. Donc, ma spécialité, c'était plutôt l'optique pour les télécoms. D'accord. Et à côté de ça, j'ai développé une passion depuis assez jeune, en fait, à l'adolescence. J'ai eu la chance. Guitare. Alors, la guitare et même la guitare, j'y suis venu plus tard. Mais avant tout, le studio. Moi, je suis passé par un conservatoire qui avait un très joli studio d'enregistrement et j'ai pu expérimenter à 12-13 ans, bricoler avec les outils d'à l'époque. Vous êtes l'un des 2 de Daft Punk. Non, du tout. Mince. Je pensais faire une révélation. Non, je suis beaucoup plus jeune qu'eux. Non, malheureusement, non. J'aime beaucoup ce qu'ils font, mais non. Moi, je suis resté au stade amateur, en tout cas, pour le studio. Et je m'en porte pas plus mal. J'ai évolué différemment. En fait, j'ai constaté assez rapidement que moi, j'ai enregistré pas mal de maquettes pour des groupes, des amis, pas des amis, mais ma musique aussi pendant une dizaine d'années. Et je me suis rendu compte que j'utilisais du matériel sur scène, mais que je ne pouvais pas l'utiliser chez moi pour des problèmes de bruit la plupart du temps. Un bel ampli, j'avais investi. Mais chez moi, j'étais obligé d'utiliser des solutions alternatives qui étaient souvent qualitativement assez médiocres. Et je me suis dit,
j'ai ce matériel-là et j'avais besoin d'un produit hybride qui me permet d'utiliser mon ampli chez moi, ce que je ne pouvais pas faire. Donc, je dirais, j'ai eu ce besoin, moi, à un moment donné. D'accord, donc c'est d'une expérience personnelle Voilà. associée à vos deux centres d'intérêt, l'électronique d'un côté et la musique de l'autre, que vous avez pu trouver finalement cette intuition. Et je dirais, j'ai pu valider l'intérêt de la chose, beaucoup avec Internet, sur les départs, parce que j'étais assez actif sur des forums d'entraide dans le milieu de la musique. Et je dirais, un peu bêta-testé l'idée, éprouver le marché en posant des questions naïves, avec bien sûr une arrière-pensée, mais en posant des questions naïves, en animant une communauté et en essayant de voir si certains des thèmes que j'abordais recevaient un écho. Et j'ai pu constater assez rapidement que, oui, les gens étaient très sensibles à ça, comprenaient. Alors, même si c'est très pointu, ça reste un marché On niche. comprend bien l'usage. Mais Oui. ça restait très pointu. Mais pour les musiciens, ça leur parle immédiatement. Bruit. Et les compagnes de musiciens, c'est souvent des hommes, mes clients, mes utilisateurs. J'ai des gens quand même qui m'ont contacté pour me remercier parce que leurs femmes les avaient laissés remonter à l'étage et qu'ils n'étaient plus obligés de jouer à la cave. C'est quand même... les musiciens savent bien de quoi je parle. Non, mais c'est très clair. Je suis musicien également et je vous comprends tout à fait. Guillaume, qui néanmoins, en fait, vous accompagne dans cette aventure ? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'équipe ? Alors oui, donc moi j'ai gardé un peu ma casquette technique, mais je dirais plus au niveau marketing. Donc je chapeaute l'équipe, mais je dirais d'un petit peu plus loin. Et puis je pense les produits futurs. J'ai un responsable technique qui s'appelle Bruno Ferren, qui est là depuis le début de l'aventure, qui est quelqu'un de très brillant, qui a conçu, c'est son premier job, il a conçu toute l'électronique des produits. D'accord. C'était avant tout un bidouilleur vraiment très talentueux et il connaît vraiment très bien les produits de ce marché. Et je dirais, on a réussi à développer toute la gamme. Et c'est lui qui a fait l'essentiel. Combien de on a 4 produits matériels. On en avait un 5e qui est devenu obsolète. On a 4 produits aujourd'hui au catalogue et un produit logiciel commercial. On a des produits logiciels gratuits, mais on a un produit commercial. Et ensuite, on a, je dirais, notre noyau dur, il est quand même assez R&D. Ça, je pense que ça vient un peu de mon profil. C'est vraiment ce tout petit bout d'équipe. J'avais un autre collaborateur qui est parti, lui, sur un nouveau projet à lui, donc, qui s'appelait Yvan Cohen, qui était très à l'origine aussi du projet. Et sur les dimensions de gestion et les dimensions commerciales. Donc, sur les dimensions de gestion, j'ai un conseil qui n'est pas en interne, mais qui a l'avantage d'avoir beaucoup d'expérience, qui s'appelle Jean-Paul Martini, qui apporte de la variabilité dans les charges fixes, d'ailleurs. C'est sûr. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a 2 types de postes que j'ai externalisés aujourd'hui. Le commercial et le financier. Et donc, Jean-Paul Martini s'occupe de, je dirais, tout ce qui est tableau de bord et de gestion, où moi, j'avoue que c'est pas ma spécialité, mais je crois que je progresse. Et sur la partie commerciale, Jean-Michel Langer, qui est quelqu'un qui vient de la distribution, qui s'est mis à son compte en tant que conseil et qui travaille avec moi, mais aussi avec d'autres entreprises avec qui on n'est pas concurrents sur ce marché de la musique. Donc, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de force de négociation avec certains distributeurs avec qui, en général, il y a une très forte disproportion en termes de taille. Donc, c'est bien d'arriver à plusieurs pour avoir ce genre de discussion et ça a débloqué les situations. Guillaume, une petite question qui me taraude, c'est évidemment, on parle beaucoup de R&D. Qui dit R&D dit protection juridique. Qui dit protection juridique dit barrière à l'entrée vis-à-vis des compétiteurs. Oui. Alors, du coup, vous comprenez un peu mes différentes questions. Y a-t-il une barrière à l'entrée ? Est-ce que vous pouvez protéger ce que vous êtes en train de développer ? Et si oui, est-ce que ça vous donne des avantages comparatifs par rapport à d'éventuels compétiteurs ? Alors, aujourd'hui, on a choisi d'être plutôt sur une stratégie de secret sur la technologie que nous utilisons. D'accord, donc de rien déposer. Voilà, j'ai préféré faire ça pour une raison simple. J'étais pas convaincu qu'on ait la force nécessaire pour se défendre vraiment contre une attaque. Nos concurrents sont indirects, on n'a pas de concurrents directs, mais nos concurrents indirects sont très gros. Oui. J'étais pas certain de la pertinence du brevet. J'ai préféré garder pour l'instant, en tout cas pour les produits existants. Pour les prochains produits, qui sont plus sur des technos, je dirais un petit peu plus de barrage, je trouve que là ça sera plus intéressant. On est en train de finaliser une techno là, la levée aussi pour ça. Il va être intéressant, je pense, de protéger ça, en particulier aujourd'hui où la marque, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la marque Orosis, en fait mes utilisateurs connaissent pas Orosis, mes utilisateurs connaissent Two Notes Audio Engineering, qui est la marque sous laquelle nous distribuons. Produit. Voilà, c'est ça, c'est ce que connaissent d'ailleurs. Même ma carte de visite, c'est une carte de visite commerciale Two Notes. Mes utilisateurs ne connaissent pas Orosis. Two Notes Audio Engineering. Absolument.
à fait. Et donc, aujourd'hui, on commence à discuter licensing avec des sociétés tierces. Et c'est là où la question de la protection de tout ou partie des technos commence à se poser sérieusement. Et c'est là où je pense que la valeur va commencer à se créer véritablement. Ça reste des discussions. J'ai appris ce matin qu'il y en avait une qui était en très très bonne voie. Donc, Bravo. ça devrait se concrétiser dans les semaines ou mois qui viennent ou plus tard. Alors, pour revenir un petit peu justement, vous l'avez évoqué, sur la levée de fonds. La levée de fonds sera de combien a priori et servira à quoi? Alors, aujourd'hui, je cherche 400 000 euros. 400 000. 400 000 euros, vous avez déjà levé de l'argent précédemment? Alors, on a fait un premier tour de table. Love Money? Alors, le tout premier Love Money, Bien sûr. c'était Parce peu, qu'à la parce qu'il y avait création, oui, voilà, à non, la création, ouais. il y a eu beaucoup d'apports en nature. Donc voilà, sur une levée, mettons de 70 000 euros, Très il y bien. avait relativement peu de cash. Ok, passons. Le premier vrai tour de table, on l'a fait en 2011. Entre 2011 et 2012, il y a eu 2 étapes. On a levé au total un peu moins de 400 000 euros sur un premier tour, Parfait. où on a fait rentrer des fonds, plutôt des fonds régionaux et ISF de la région, puisqu'on vient de côté de Montpellier. Donc Montpellier, peut-être Soridec ou... Donc on a Soridec Voilà. et Sud PME Croissance, Sud qui PME Croissance, est un fonds ISF, qui nous ont vraiment bien aidés à cette époque-là. Parfait. Aujourd'hui, sur cette nouvelle phase, on est à peu près sur le même Donc montant. déjà un pacte d'actionnaires, déjà des institutionnels. Hein, Voilà, c'est c'est ça. important de le Donc, préciser voilà, aussi pour l'auditeur. Des gens qui nous ont déjà audités à une époque où j'avais, pour ainsi dire, pas de chiffre d'affaires. Oui, pas de réalité économique, ce qui est voilà. plus le cas aujourd'hui. On avait juste sorti un premier produit, mais qui s'est vendu modestement, qui était un peu trop haut de gamme peut-être, mais qui s'est vendu modestement, mais qui a participé à la création de l'image de la marque. Parfait. Et donc là, sur ce nouveau tour de table, l'idée, il y a, je dirais, 2-3 points clés. Le premier, c'est que, en fait, en termes de volume, on est en train de passer un cap. C'est qu'on était jusqu'à l'an dernier dans l'ordre de grandeur de la centaine ou quelques centaines d'unités. Cette année, on sait qu'on est dans l'ordre de grandeur de quelques milliers d'unités. Et là, pour être plus performant en termes de coûts, et c'est nécessaire, on a besoin de passer sur des volumes de commandes, des volumes d'achat et des outillages supérieurs qui vont nous permettre de baisser nos coûts, mais qui réclament un investissement préalable. D'accord, donc c'est une logique de BFR principalement. Totalement BFR, avec la bonne nouvelle, c'est que le matériel qu'on cherche à fabriquer est vendu. Donc, c'est plutôt la bonne chose. Donc, il y a une partie BFR. Et ensuite, il y a une partie fin de projet où moi, j'ai besoin de faire, je dirais, 2-3 recrutements supplémentaires. On est 8 et demi aujourd'hui. J'ai besoin de faire 2-3 recrutements supplémentaires, en particulier dans le logiciel. On a une toute petite équipe logicielle aujourd'hui. J'ai besoin de consolider cette équipe logicielle parce que, autant sur le matériel, on a un rythme de sortie produit qui est convenable et on a l'obsolescence sur notre marché, c'est à peu près 5 ans pour un produit. Donc on n'est pas... Donc c'est un cycle relativement long. Relativement long, oui. En revanche, dans le logiciel, la complexité... Vous parliez de tablette tout à l'heure, de smartphone. J'aimerais aller vers ça, mais avant d'aller vers ça, parce que quand même le gros de nos utilisateurs est quand même encore sur des systèmes informatiques Mac ou PC. Smartphone, j'y pense, mais on a encore besoin d'une étape supplémentaire. Là, aujourd'hui, on essaye... Enfin, on n'essaye pas, puisqu'aujourd'hui, je lance un produit. C'est aussi pour ça que je ne suis pas très en avance dans tous mes business plans. On lance un produit. En fait, on est en train de devenir, en quelque sorte, une place de marché. Là, c'est encore autre chose. Puisqu'en fait, on donne nos outils techniques. On imite des enceintes. Pour imiter une enceinte, on est obligé de la mesurer. Eh bien, on donne l'outil de mesure à des tiers, des studios, des gens connus, des artistes, qui vont pouvoir mesurer leurs enceintes et les mettre en vente via notre plateforme. Depuis notre logiciel, directement depuis le logiciel, on peut acheter ces enceintes virtuelles. Et donc, vous êtes le Shazam directement des... On est, disons que ça a 2 intérêts pour nous. La première, c'est qu'on a comme ambition de devenir la plus grande bibliothèque d'enceintes. Alors, là encore, c'est une niche, mais ça parle aux utilisateurs. La plus grande bibliothèque d'enceintes du monde, donc de devenir une référence. Une fois qu'on devient une référence, et on n'en est pas très loin déjà, on veut juste avoir ces artistes, ces studios qui vont nous faire grossir notre bibliothèque. La quantité est importante. La qualité est bonne, mais la quantité est importante. Une fois qu'on a ça, on va étendre ce modèle à d'autres types d'instruments virtuels. Bon, écoutez Guillaume, en tout cas, on arrive à la fin de notre émission. C'est, en ce qui me concerne, très clair. Je vous remercie. Ça a été très précis. On comprend et l'usage et directement, en fait, aussi votre ambition associée directement à votre aventure. La barrière potentiellement R&D qui est derrière. Moi, je suis très enthousiaste en vous entendant, évidemment. Mon retour, s'il devait être, c'est évidemment de continuer à appuyer vos points forts. Vous présentez un avantage qui n'est pas aussi fréquent que ça
en tant que doctorant et docteur, c'est que vous n'êtes pas simplement focalisé sur votre produit. Vous avez su donner une dimension plus corporate directement à votre aventure, et ça, c'est un vrai atout. Et je vous invite à le mettre peut-être encore un peu plus en avant pour bien démontrer directement en fait la pente que vous êtes en train de suivre et l'atterrissage directement que vous pourriez atteindre en fait à 5 ans. Et je pense que du coup, il serait intéressant que vous puissiez aussi peut-être rechercher en fait une coloration plus forte dans le profil de l'investisseur que vous recherchez, puisque souvent les investisseurs ont une capacité d'autoréaliser tout ou partie aussi de l'aventure, et il serait intéressant que vous puissiez mettre ça en avant. Ceci étant dit, je vous souhaite beaucoup de succès. N'hésitez pas à nous tenir informés. Et chers auditeurs, je vous dis à bientôt sur une nouvelle émission d'Elevator Speech avec d'autres entrepreneurs ou entrepreneuses. À bientôt.